essayer de mettre ça à ma taille parce que je suis de petite taille. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, à la Fondation Diderot de m'avoir invité pour clôturer cette année académique presque sur la thématique des migrations qui a beaucoup agité le débat présidentiel dans sa première partie surtout et qui continue d'agiter toute une série de thématiques à l'échelle mondiale. Alors j'ai choisi de présenter des cartes qui vont apparaître, qui ne sont pas nécessairement les plus récentes mais les plus parlantes. Ça c'est peut-être... Voilà, je ne sais pas si elles vont arriver, mais les cartes, très bien. Et je vais essayer d'articuler mon propos en 45 minutes sur 3 points essentiels qui, tout d'abord, insistent sur la dimension structurelle des migrations internationales, sur laquelle je vais commencer. Ensuite, un deuxième aspect qui concernera davantage la thématique des politiques et ce qu'on peut appeler les systèmes migratoires à l'échelle mondiale. Et enfin, pour le troisième point, donc les séries de contradictions et d'idées reçues qui agitent cette thématique. Alors c'est un sujet qui est un peu illégitime, celui des migrations internationales. Je rappelle que le savoir est récent, en dehors de quelques travaux comme aux États-Unis, à Weinstein, à la fin du XIXe siècle, on avait peu de travaux, et l'école de Chicago des années 30, on avait peu de travaux sur les migrations internationales, et qu'aujourd'hui on a eu une sorte d'explosion de ces recherches à partir des années 70, en gros 70-80, dans différentes disciplines. C'est un sujet qui, comme vous le verrez, est pluridisciplinaire, qui croise, moi je suis politiste et juriste de formation, mais il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont convoquées, comme l'histoire, la géographie, l'économie, la démographie, l'anthropologie, etc. Et aujourd'hui, on connaît beaucoup de choses sur les migrations internationales grâce à toutes les recherches qui ont été menées. Le concours des étudiants à travers leurs thèses ajoute à toute une série d'études de terrain, parfois sur des sujets extrêmement pointus, et on a aujourd'hui toute une série de propositions, de modèles théoriques également, pour analyser ces migrations. Alors j'ai choisi de présenter quelques points à travers les cartes. Là, c'est simplement pour montrer la dimension mondiale, mondialisée des migrations. Et aujourd'hui, toutes les régions du monde, comme vous pouvez le voir sur la carte, sont concernées. Je dirais un tout petit point, mais je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, sur les chiffres, parce que les chiffres sont aussi un objet de débat politique, mais les chiffres sont également comptabilisés par les Nations Unies, donc, et également la Banque mondiale, le Haut Commissariat aux réfugiés, etc. Ce sera ceux que je vais vous citer pour vous donner quelques éléments. En fait, les migrations, c'est seulement 3,7% de la population mondiale. Selon la définition du migrant par le département de la population des Nations Unies, qui dit qu'un migrant est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Donc ça, c'est le mode de comptage mondial qui permet d'apprécier le volume des migrations internationales. Donc il y avait 5% de migrants internationaux dans les années 1900, c'était surtout des Européens, il ne faut pas l'oublier, mais aujourd'hui on est à 3,7% de la population mondiale. Alors c'est bien sûr, ces migrations ont beaucoup évolué dans leur profil, dans leur provenance. Aujourd'hui, on voit que le monde entier est concerné, pas seulement par des mobilités diverses, mais souvent qui répondent à ce qu'on appelle des systèmes migratoires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des régions du monde qui sont caractérisées par des lieux où l'essentiel des migrants, ce qui est aussi le cas de l'Europe d'ailleurs, ont plus de migrants qui viennent de leur aire géographique que de gens qui viennent d'ailleurs. Par exemple, en Europe, le tiers des Européens, des migrants, sont des Européens, ce qu'on a tendance à oublier. Ça s'est accéléré depuis l'ouverture à l'Est, et puis le reste, c'est essentiellement à la rive sud de la Méditerranée. Donc c'est un espace migratoire euro-méditerranéen, régional. Pour l'essentiel, aux États-Unis, l'essentiel des migrants vient du Mexique, vient d'Amérique centrale, un peu du Canada, un peu du monde entier, mais c'est un espace assez géographiquement circonscrit. En Amérique du Sud, par exemple, l'essentiel des migrants, c'est peut-être le meilleur exemple de système migratoire régional, viennent d'Amérique du Sud. À partir du moment où on quitte l'Amérique centrale et on aborde le continent, le cône sud latino-américain,
l'essentiel des migrations, on l'a vu avec la crise vénézuélienne, etc., viennent d'Amérique du Sud, dans d'autres pays d'Amérique du Sud. En Afrique, contrairement à une idée répandue qui croit que que tous les Africains viennent chez nous, il y a 26 millions de migrants internationaux et qui sont surtout qui vont en Afrique et aussi dans le Golfe et accessoirement dans d'autres régions du monde. Donc, selon ce comptage, on a 284 millions de migrants internationaux, ce qui n'est pas énorme. Et parmi ces migrants, il y a des réfugiés qui sont récemment évalués par le HCR à une centaine de millions aujourd'hui, même si là on entre dans des considérations plus complexes, puisque parmi les réfugiés, il y a des réfugiés internes dans leur propre pays, notamment dans des périodes de crise. Je rappelle que les déplacés environnementaux ne sont pas considérés comme des réfugiés par le Haut-Commissariat aux réfugiés parce qu'ils ne sont pas considérés comme ayant été persécutés ou ayant fui la persécution, ce qui est la définition de la Convention de Genève pour les réfugiés dans son interprétation actuelle. Et puis, pour le reste, on a beaucoup plus de migrants internes que de migrants internationaux. 740 millions de migrants internes pour 284 millions de migrants internationaux, dont les réfugiés, mais 26 millions seulement sur les 86 millions de réfugiés ont le statut de la Convention de Genève. Donc beaucoup sont demandeurs d'asile, protection temporaire, protection humanitaire, etc. Alors, donc j'insiste sur les chiffres parce qu'il y a beaucoup de dérapages dans les débats publics sur les chiffres, alors qu'ils sont très clairs. Et beaucoup de ces dérapages sont liés non seulement à des erreurs de comptage, mais aussi à la confusion des générations issues de l'immigration avec ceux qui ont fait le voyage de la migration. Souvent, dans beaucoup de débats, on confond les deuxième, troisième générations qui, dans beaucoup de pays, ont acquis la nationalité du pays d'accueil et qui ne sont plus des migrants, puisqu'ils sont souvent des nationaux ou des futurs nationaux des pays où ils vivent. Donc, autre point aussi sur les chiffres, les catégorisations. Les catégorisations de migrants font l'objet de débats aussi passionnés que les batailles de chiffres que nous avons connues dans beaucoup de débats publics, y compris télévisés, parce que aujourd'hui, on est face à des catégorisations qui sont de plus en plus mouvantes. C'est-à-dire qu'il est très difficile de dire, par exemple, pour quelqu'un qui a traversé la Libye, qui ensuite traverse la Méditerranée pour venir en Europe, si c'est un migrant qui vient pour travailler, ce qui est le cas de la plupart des migrants dans le monde. L'essentiel des migrations mondiales sont des migrations de travail. Ou si c'est quelqu'un qui fuit un régime autoritaire, où il a été éventuellement persécuté, mais pas nécessairement aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient dans le cadre du regroupement familial, mais qui va aussi se mettre dans le marché du travail, etc. Donc les catégories sont de plus en plus floues, notamment entre ce qu'on appelle les réfugiés et les migrants économiques. Et les pays, les catégories de pays sont aussi de plus en plus floues parce que les pays de départ deviennent aujourd'hui des pays d'accueil. On le voit au Maroc, en Turquie, au Mexique, etc. et dans beaucoup d'autres régions. Et aujourd'hui, donc, ces pays et même les pays du Nord, comme la France, est devenue, avec le phénomène de Calais, par exemple, un pays de transit, ce qu'elle n'était plus depuis longtemps. Donc beaucoup de pays sont les deux ou les trois à la fois, de départ, de transit, d'accueil, et ça crée beaucoup de confusion en la matière. Je rappelais tout à l'heure, mais pour peut-être venir sur d'autres cartes, qu'aujourd'hui on est confronté depuis les années 90 à un phénomène qu'on n'avait pas connu auparavant, 1990, c'est-à-dire avec la chute du rideau de fer, entre autres, on a eu une sorte de droit de sortie généralisé de beaucoup de régions du monde. Il y a très peu de régions aujourd'hui d'où on ne peut plus sortir. Il n'y a guère que la Corée du Nord où on peut difficilement sortir, alors qu'autrefois, au XIXe siècle, c'était fréquent d'appartenir à un régime autoritaire qui considérait que la population était une ressource et qu'on comptabilisait très fortement les départs, sauf ceux dont on voulait se débarrasser, un certain nombre de minorités ou d'agitateurs politiques. Et donc ce droit de sortie s'est généralisé avec la généralisation de l'accès à un passeport. Ça, c'est un phénomène très important qui paraît tout à fait, pour nous, relativement banal, mais qui n'est pas du tout banal au Sud. On a pu sortir de l'ex-URSS, de Chine, de beaucoup de pays du Sud qui ont compris qu'ils avaient plutôt intérêt à favoriser le départ de leur population plutôt que de les garder chez eux s'ils voulaient rester au pouvoir. Et donc, on a aujourd'hui une sorte de droit d'émigrer
qui s'est généralisé, qui est appuyé par toute une série de conventions internationales, comme la Convention de Genève sur l'asile, la Convention sur le droit de l'enfant, notamment, qui concerne les mineurs isolés, et également la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc on a une sorte de droit de sortie qui s'est inscrit dans la tête des gens à l'échelle mondiale, pendant que le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile. Au XIXe siècle, c'était souvent plus difficile de sortir de chez soi que d'entrer ailleurs, qui était assez facile, parce qu'on était surtout dans les pays d'immigration de peuplement, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, beaucoup de pays d'Amérique du Sud. On avait besoin de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, et donc on était assez bien accueillis, si j'ose dire, surtout si on était plus qualifiés, et alors qu'aujourd'hui, le droit d'entrée est devenu extrêmement difficile. Les visas, 1985, le système des visas a créé des inégalités très importantes. Donc je vais rapidement essayer d'évoquer ces phénomènes. Là, c'était juste des cartes pour montrer la dimension structurelle des migrations internationales, donc les inégalités du développement humain, le fameux indice IDH, espérance de vie à la naissance, niveau d'éducation, niveau de vie. On voit l'Afrique subsaharienne particulièrement en rouge. Autre facteur, la dimension démographique, donc qui est un sujet extrêmement sensible, presque une passion dans les débats, alors que dans beaucoup de pays du Sud, on est face à une transition démographique qu'on a souvent tendance à sous-estimer, même si de temps en temps, il y a des phénomènes, disons, en dents de scie en la matière, comme en Égypte, par exemple. Mais dans l'ensemble, on a quand même une très, très forte transition démographique, par exemple, en Amérique latine, sur la rive sud de la Méditerranée et dans quelques autres régions du monde, notamment toute l'Asie centrale et bien sûr beaucoup de pays asiatiques. Autre élément également, les lignes de fracture, c'est-à-dire des lignes de fracture qui cumulent la dimension démographique des populations jeunes. En Europe, l'âge médian, c'est 41 ans. Faites-en l'expérience quand vous sortirez d'ici dans la rue. Et au Maghreb, c'est 25 ans, 19 ans en Afrique subsaharienne, etc. Donc, effectivement, on a des écarts très importants, des écarts en termes d'aspiration pour réaliser sa vie. Beaucoup de jeunes qui partent ne sont pas les plus pauvres. Ce sont rarement les plus pauvres qui partent. Ceux qui partent, sauf dans des cas de crise et de conflit, c'est ceux qui ont déjà des ressources pas seulement financières, pour payer les passeurs s'ils n'ont pas de visa, mais aussi des ressources d'interconnaissance. Les réseaux transnationaux, comme on dit, qui sont un facteur très très important de départ, parce que si on n'a pas de réseau, il n'y a pas de migration. Il y a des régions du monde qui sont entièrement, ou presque entièrement à l'écart des migrations internationales, parce qu'il y a peu de réseaux migratoires dans des régions un peu désertiques, etc. Et là, on cumule, la Méditerranée est une des grandes lignes de fracture du monde, comme on le voit, de point de vue démographique, économique, politique, social, etc. Et pareil pour le Mexique et les États-Unis, mais presque autant entre le Mexique et l'Amérique centrale. On le voit aussi entre l'Est de l'Europe et les pays voisins, les pays de l'Extrême-Orient et leurs voisins, etc. Et le long de ces lignes de fracture, les migrations contribuent d'une certaine façon, à travers la mobilité, à atténuer ces lignes de fracture. Également, les visas, ce n'est pas la carte la plus récente, mais c'est la plus parlante, puisqu'on voit l'inégalité du régime des passeports. En fait, une des grandes inégalités au monde, c'est le pays où vous êtes né, parce que ça détermine votre passeport et donc les visas. Si vous êtes européen, aujourd'hui, la carte est plus ancienne, mais on peut entrer librement sans visa dans 185 pays. Les mieux lotis sont les Japonais qui peuvent, dans 189 pays, circuler librement. Ensuite, on divise par 2 pour les mondes russes, par 4 pour la Chine, et puis tout à fait au bout de la file, on a tous ceux dont on parle, les Afghans, les Somaliens, les Soudanais, etc., qui ne peuvent quasiment aller nulle part que dans les quelques 20 pays où ils peuvent circuler sans visa, mais qui sont aussi pauvres et aussi chaotiques que le leur. Donc ça, c'est un sujet tout à fait central de la réflexion sur les migrations. Ensuite, on a, il est difficile d'entrer, le trafic est devenu florissant. On le voit à Calais, on le voit un peu partout en Libye, etc. Et donc, le trafic, plus on interdit, plus le trafic se développe. C'est comme quand les États-Unis prohibaient l'alcool, le trafic s'est fortement développé. C'est pareil pour les migrations internationales aujourd'hui, avec des situations d'esclavage moderne qui ont été parfois dénoncées dans un certain nombre de rapports
aux Nations Unies, notamment le département des droits de l'homme qui a parlé de l'enfer libyen, mais il y a énormément de situations qu'on pourrait comparer dans le monde. Ensuite, les crises et les conflits. On a énormément... Alors ça, c'est la chose la plus difficile à prévoir, mais ça fait longtemps que je travaille sur les migrations. Autant on peut prévoir à peu près, par exemple, la démographie à l'horizon 2030 ou 2040, mais prévoir les gens qui vont venir, les réfugiés, il n'y a rien de plus compliqué. Personne n'avait prévu que la Syrie, avec la révolution arabe qui a échoué en 2011, produirait 6,5 millions de départs. Personne n'avait prévu que l'Afghanistan aurait à peu près le même nombre de gens à l'extérieur du pays, 6,5 millions, qui sont et encore plus l'Ukraine, avec à peu près le même chiffre de départ d'Ukrainiens hors de chez eux. Et puis ensuite, on a le Venezuela, 4,5 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Donc ça, c'est très difficile à prévoir parce que ça dépend des soubresauts du contexte international. Parfois, il y a beaucoup d'organismes qui se livrent à des opérations de prospective, mais j'ai remarqué que souvent, ils se trompent parce qu'il peut y avoir les éléments qui sont là, mais pas nécessairement des situations massives de réfugiés. Donc c'est la chose la plus difficile à prévoir quand on étudie les migrations internationales, qui sont surtout au sud du monde, comme vous voyez. Ils sont produits par des pays du sud du monde, mais ils sont aussi accueillis pour l'essentiel au sud du monde, dans des pays qui n'ont pas signé la Convention de Genève. Il y a 50 pays dans le monde qui n'ont pas signé la Convention de Genève, qui sont des pays du sud du monde pour l'essentiel, et où il n'y a aucune politique migratoire, et aucune politique, bien sûr, d'accueil et d'intégration, mais une tolérance à l'égard des gens qui sont là. Donc c'est le contexte de beaucoup de ces gens qui migrent du sud au sud. Aujourd'hui, il y a autant de migrants du sud au sud plus du nord au sud, c'est pas beaucoup, que de migrants du sud au nord et du nord au nord. On est à peu près autour de 140 millions dans ces migrations qui vont vers le nord. On parle surtout des migrations sud-nord. On parle moins des migrations nord-nord, où les droits sont très différents, et les migrations sud-sud et nord-sud, les nord-sud sont moins nombreux, beaucoup moins, égales aujourd'hui, et peut-être dépassent, parce qu'au sud, on n'a pas beaucoup de comptabilité très précise de ces flux, en fait, les migrations qui vont vers le nord de la planète. Donc le sud est un aspect extrêmement important du déroulement des migrations internationales. Donc le tourisme n'est pas du tout comptabilisé, bien sûr, comme migrant, puisqu'en général, ils migrent pour peu de temps, mais ça crée des nouvelles formes de migration, des migrations nord-sud surtout, de ce qu'on appelle les seniors au soleil, des gens qui s'installent au sud durablement pour leur retraite, puisqu'on a une sorte de dévieillissement aujourd'hui du monde, surtout du monde riche. On est plus jeune, si j'ose dire, que ses propres parents ou que ses grands-parents. Donc on a plus de temps pour passer du temps dans des pays ensoleillés et moins coûteux. Et donc on a un développement d'une migration de seniors au soleil qui est une sorte de débouché souvent du tourisme international qui crée aussi des formes d'exode qualifiés du nord vers le sud dans les contextes de crise. La crise de 2008 a créé un exode d'Espagnols vers Maroc ou l'Amérique du Sud, bien sûr d'Italiens ailleurs que chez eux, de Grecs qui sont repartis en Australie, etc. Donc on a aussi, c'est aussi une conséquence un sentiment de proximité du monde qui est lié à la familiarité que crée le tourisme. Donc la migration de l'Est, l'essentiel de son enseignement, ça a été le phénomène d'ouverture des frontières. Plus on ouvre les frontières, plus les gens circulent et moins ils s'installent. Et ça, c'est un phénomène qu'on a beaucoup parce qu'on oublie que dans les années 90, il y avait des quantités d'articles de presse sur ils vont nous envahir, ils vont nous concurrencer sur le marché du travail. Il y avait la figure du plombier polonais très diffusée, aussi la directive Bolkestein sur la sous-traitance, etc. En réalité, beaucoup de ces gens ont beaucoup circulé, mais en fait, l'espace n'existe plus d'une certaine façon quand ils ont la libre circulation, et on a une sorte d'installation dans la mobilité comme mode de vie de beaucoup de ces migrants de l'Est qui ont beaucoup contribué d'ailleurs à développer l'importance de la migration en Europe, puisque avant leur entrée dans l'Union européenne, les Européens qui s'expatriaient en Europe n'étaient que 3% de la population des migrants. Aujourd'hui, ils sont
30%. Autre point également sur cette Europe donc, qui vieillit, qui crée des nouveaux emplois, notamment les fameux métiers du care, hein, les care workers. C'est un phénomène qui est très développé en Italie, qui est le pays le plus vieux d'Europe en termes de pyramide des âges, mais aussi ailleurs. Et on a vu pendant la Covid la crise de certains pays qui ne pouvaient plus recevoir les personnes, les frontières étant fermées, notamment des pays très fermés à l'idée de la migration, comme la Hongrie par exemple, ou l'Autriche. Les murs, donc le résultat aussi de ces politiques de fermeture sécuritaire, faites surtout pour l'opinion publique, c'est les murs. Donc ça, c'est le mur de Ceuta qui a été construit en 1999 par l'Union européenne. On a eu encore des morts au niveau de ce mur récemment. Et donc en permanence, il y a des tentatives de franchir le mur. Et ça crée ce qu'on appelle des transmigrants. Des gens qui ne savent plus s'ils vont rester au Maroc, retourner chez eux, aller plus loin, et qui deviennent aussi des passeurs, ayant éventuellement échoué dans leur parcours migratoire plus lointain. On en a d'autres, hein, la frontière entre la Grèce et la Turquie, qui a été très fortement renforcée, alors que c'était un endroit du nord de la Grèce où personne ne va, parce qu'il n'y a que des oliviers et quelques vignobles, mais où les migrants traversaient la rivière Évros, qui est juste là. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelait la route des Balkans, c'est un lieu qui est devenu sous haute protection dans la région. La Libye, qui est presque un pays frontière, hein, puisque c'est le pays de passage de l'Afrique subsaharienne jusqu'à la Méditerranée, avec des traitements qui existaient déjà du temps du colonel Kadhafi, mais qui se sont aggravés avec le phénomène du développement à échelle quasiment nationale du trafic du passage. Alors les morts, hein, le résultat des politiques migratoires, c'est aussi à peu près 50 000 morts en Méditerranée, on en parle assez souvent, avec des profils de migration très différents finalement dans cette Méditerranée qui a été longuement forgée par les migrations. On a plutôt une migration de travail et de regroupement familial dans l'affrontement, si j'ose dire, le face-à-face Maghreb-Europe. On a eu beaucoup de désenchevêtrement de population dans les Balkans. Et puis, à l'Est, on a surtout des migrations de réfugiés. On pourrait y revenir dans le débat. La Russie, qui est un grand pays d'immigration, ce qu'on oublie, puisqu'aujourd'hui, on a 13 millions de migrants en Russie. Surtout une migration qui vient de l'ex-URSS, d'Asie centrale, qui a d'ailleurs, pour le travail, un système de libre circulation de courte durée pour aller travailler dans les grandes villes de Russie, avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, qui sont l'Azerbaïdjan, mais surtout l'Arménie, qui sont des grandes régions de départ. Alors, je ne vais pas revenir sur la France, on y reviendra ensuite, ainsi que certains pays européens qui sont plus connus, les Roms. Donc, on a à peu près 13 millions de Roms en Europe qui appartiennent à divers pays, 10% de la population en Roumanie et en Bulgarie. Et puis d'autres points dont on parle moins, qui sont aussi des passages de frontières entre la Chine et la Russie, par exemple. 20 millions de population en Sibérie et 1,4 milliard de Chinois de l'autre côté. Donc effectivement, il y a des tentations d'aller exploiter les terres rares, la frontière, de faire du commerce, le bois, etc. dans toute cette région. Et il y a des passages permanents. Donc voilà, ça je ne vais pas y revenir. Sauf que la Russie est confrontée à un problème démographique dramatique, ce qu'on appelle la croix russe. C'est-à-dire qu'ils ont le niveau de mortalité des pays du Sud et de natalité des pays du Nord. Donc ils perdent de la population chaque année. Ils ont beaucoup de mal à attirer des migrants venant d'Europe chez eux, surtout en ce moment, mais c'était déjà le cas avant. Et ils essayent de développer une politique nataliste qui n'a pas donné de très grands résultats. Et en Afrique, comme vous le voyez, c'est un continent de tradition migratoire extrêmement importante, avec deux grands pôles qui sont le Maghreb et l'Afrique du Sud, mais à l'intérieur, il y a d'ailleurs plusieurs espaces migratoires régionaux. Le plus connu, c'est la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui permet, à des fins de travail, de circuler d'un pays à l'autre pour les 15 États qui en font partie. Il y a beaucoup d'autres espaces migratoires régionaux, comme entre l'Afrique du Sud et ses voisins. Ce qui ne veut pas dire que les conflits entre États ne ferment pas de temps en temps les frontières. Le Golfe, qu'on a tendance à oublier, c'est la troisième région migratoire dans le monde. Aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis sont à peu près à égalité, avec 45 millions de migrants chacun. Mais le Golfe, c'est une très très grande
région migratoire qui est alimentée à la fois par l'Asie, et notamment le Pakistan, les Philippines, mais aussi par le Maghreb et plusieurs pays africains de l'Est, notamment le Soudan. Et donc, voilà, la Turquie, qui est un très grand pays de départ, un très grand pays d'accueil, 4,5 millions de migrants turcs en Europe, le premier pays d'émigration et le premier pays d'accueil aussi depuis la crise syrienne, puisque la Turquie a accueilli près de 4 millions de Syriens, mais aussi d'Afghans, d'Irakiens, etc., depuis les révolutions arabes de 2011. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'était juste pour vous donner une idée, la Cisjordanie bien sûr. Et puis des géants démographiques qui eux-mêmes sont des géants en termes migratoires, puisque l'Inde, il y a 37 millions d'Indiens à l'étranger, il y a une cinquantaine de millions de Chinois à l'étranger, mais pour ces pays, c'est très peu en réalité. Les grands pays très peuplés ne produisent pas beaucoup de migration en pourcentage de leur population, comme on peut le voir. C'est vrai aussi pour d'autres pays très peuplés. Voilà. Et donc, je voulais terminer sur 2-3 points. Donc, l'importance des migrations dans cette région asiatique. C'est sans doute la région où il y a le plus de mobilité aujourd'hui en Asie, avec plus de 80 millions de migrants dans cette région. Mais aussi, donc, les États-Unis et la frontière américano-mexicaine, qui est un sujet politique sensible depuis plusieurs années, le mur de 2006, les réactions de Donald Trump, etc. Et puis l'Amérique du Sud, qui d'ailleurs est une sorte de frontière, qui est celle d'un côté d'Amérique centrale, qui va plutôt vers les États-Unis, comme vous le voyez, alors qu'à partir du moment où on est sur le cône sud, on a plutôt une migration qui est attirée par l'ensemble du cône sud, Argentine, Chili, Uruguay, pour l'essentiel, et un peu le Brésil. Et les autres, les îles. Donc l'Australie, aujourd'hui, qui a dû renoncer à son rêve d'une Australie blanche depuis les années 60 et qui s'asiatise de plus en plus, malgré un accueil assez dramatique des réfugiés, alors que c'est un peu l'inverse de l'Europe, alors que les migrations économiques sont plus favorablement accueillies. Et quelques perspectives. L'urbanisation de la planète, qui est un facteur d'attraction des migrations très important, puisque les migrants migrent d'abord vers les grandes métropoles et ensuite ils quittent le territoire pour aller ailleurs. Les accords internationaux et multilatéraux, dont certains sont des accords commerciaux qui accompagnent les migrations, les transferts de fonds, 550 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. Donc si on arrête les migrations, certaines régions, comme on l'a vu pendant la Covid, sont dans une situation dramatique de dépendance à l'égard de ces transferts. Et puis, bien sûr, les déplacés environnementaux, une 60aine de millions, bien que les chiffres soient un peu flous, puisque beaucoup de ces migrants sont des migrants internes dans leur propre pays, qui ne font pas l'objet d'un grand comptage démographique, et des causes très diverses. Aucun statut. Parmi les sans statut, entre autres, il y a les déplacés environnementaux, il y a les déboutés du droit d'asile, il y a les mineurs isolés non accompagnés quand ils atteignent l'âge de la majorité, et donc toute une série de catégories de sans-papiers. Donc voilà, ça c'était simplement pour décrire un peu la situation. Je ne vais pas m'étendre tellement plus longtemps. Je voulais simplement insister donc sur ces phénomènes structurels sur lesquels je me suis appesantie, sur le fait qu'à l'échelle mondiale, bien sûr, il y a les visas, mais il y a aussi beaucoup d'espaces migratoires régionaux, dont l'Europe qui est le plus achevé, avec la citoyenneté européenne, la liberté de circulation, d'installation et de travail, qui chevauche le marché nordique du travail. On a également la Russie, comme je vous disais, avec la possibilité de circuler pour des fins de travail à l'intérieur du territoire, de la CEI. On a également l'ALENA pour l'Amérique, entre les États-Unis, mais qui n'a jamais, le Canada et le Mexique, mais qui n'a jamais débouché sur une facilité migratoire. C'était seulement l'idée fausse, d'ailleurs, que le commerce allait être une alternative aux migrations. Et puis, on a l'ASEAN pour l'Asie du Sud-Est, l'UNASUR pour l'Amérique du Sud et plusieurs espaces régionaux que je vous ai cités pour l'Afrique. Les pays du Sud, aujourd'hui, se sont inscrits dans une sorte de diplomatie des migrations.
ils ont compris l'enjeu qu'ils pouvaient représenter pour eux, d'ailleurs, d'être bien placés, parfois géographiquement. C'est le cas du Maroc, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas du Mexique aussi. Et aujourd'hui, ils utilisent toute une série d'instruments. Non seulement ils se sont ouverts à l'idée de la double nationalité, notamment pour les générations issues de l'immigration, qui leur donnent des électeurs potentiels et des formes de pression dans les pays d'accueil, ce que la Turquie utilise beaucoup en Allemagne, par exemple, avec le déplacement de ministres de rang important au moment des élections présidentielles, mais aussi le développement des associations, le suivi à distance des pratiques de l'islam, notamment la Diyanet pour la Turquie, le Maroc avec la Fédération des Marocains de France, des musulmans de France, mais également une politique culturelle, une politique d'attraction des élites, de facilitation des investissements, etc. Donc aujourd'hui, ces pays se sont tournés vers cette idée qu'ils pouvaient compter enfin sur la scène mondiale, en partie à cause de leur migration et notamment s'inscrivant dans le dialogue mondial du pacte de Marrakech. Certains se sont fait connaître, même des tout petits d'ailleurs, à travers ça, comme le Népal par exemple. Ensuite, je terminerai par les contradictions, qui sera un peu ma conclusion. D'une part, comment concilier l'universalisme, qui est quand même le cœur des grandes conventions internationales, avec le cosmopolitisme qui insiste notamment sur toute une série d'autres droits, notamment les droits des minorités, qui sont parfois en contradiction avec cette approche individualiste et disons universaliste des droits de l'homme. Ça, c'est un sujet particulièrement important. La question de la diversité, qui est souvent difficile à traiter pour les États-nations. L'éthique de l'asile contre celle du libéralisme économique et de la sécurité des frontières. Nous sommes totalement immergés dedans aujourd'hui. La contradiction entre les besoins de main-d'œuvre qu'on constate notamment depuis la Covid, le déclin démographique et la fermeture de l'immigration de travail. Si Montesquieu était parmi nous, il se demanderait pourquoi on est dans une situation aussi désastreuse rationnellement. Et puis également donc toute une série de passions de l'opinion publique qui conduisent à des idées reçues qui foisonnent. Celle du grand remplacement, je pourrais y revenir, qui est une idée, c'est un thème d'un démographe très sérieux aux Nations Unies qui a été popularisé par Renaud Camus et utilisé par Éric Zemmour. Il n'y a pas de grand remplacement en réalité, sauf peut-être dans les Amériques au moment de leur période de peuplement européen ou en Australie, mais sinon c'est les seules régions du monde où on a connu du grand remplacement. La thématique fausse et qui a les idées très enracinées dans les mentalités sur la concurrence sur le marché du travail, alors que dans beaucoup de pays, notamment les vieux pays d'immigration, celui-ci est extrêmement segmenté. Il y a très peu de flexibilité sur le marché du travail pour que les nationaux prennent le travail des migrants qui seraient censés retourner chez eux. Il y a très peu de retours aussi, même si l'essentiel des politiques migratoires insiste sur ces politiques de retour. L'idée que c'était mieux avant, rien de plus faux, du temps des migrations chrétiennes, les stéréotypes étaient à peu près les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui pour les subsahariens, les maghrébins et quelques autres dans le monde. Et également d'autres idées reçues qui foisonnent dans l'administration, notamment l'idée que plus on accueille mal les gens, moins ils viendront. Il y avait même un sous-préfet interviewé dans une thèse qui disait « il faut leur rendre la vie impossible pour qu'ils ne viennent plus pour Calais ». C'est faux, parce que quand on est venu à pied d'Afghanistan, même s'il n'y a pas d'eau et si on dort sous la pluie dans une tente qui est détruite chaque jour, en fait, ça ne dissuade pas. Mais c'est un sujet très, très récurrent dans la politique, notamment française. C'est même la raison pour laquelle on a supprimé le marché du travail pour les demandeurs d'asile, alors qu'une directive européenne de 2014 dit que tous les demandeurs d'asile doivent avoir accès au marché du travail. Donc le pouvoir discrétionnaire est très puissant en la matière. Et aussi une idée très répandue pour les réfugiés, on ne voit pas les femmes, alors que les femmes viennent aussi. Il y a autant de femmes que d'hommes à peu près. Il y a 48% de femmes parmi les migrants internationaux. Elles sont souvent dans des métiers où elles sont enfermées dans des maisons, si j'ose dire, fréquentables ou pas fréquentables, mais en tous les cas, elles sont là, y compris avec la migration d'asile. On l'a vu pour les Ukrainiennes et les Syriennes. Et puis, bien sûr, l'idée la plus
fausse, mais très très répandue, selon laquelle le développement serait une alternative à la migration. Alors peut-être, mais dans 200 ans. Pour l'instant, plus il y a de développement, plus il y a de migration, plus il y a de migration, plus il y a de développement. C'est-à-dire que si les populations sont plus éduquées, sont en meilleure santé, peuvent construire des projets, se dire que chez eux, il n'y a pas d'espoir, ben, on a de la migration. Tandis que celui qui reste dans son champ en attendant des jours meilleurs a moins de chances de quitter sa région ou son pays. Donc en fait, la migration, ça accompagne la modernité, si j'ose dire. Très souvent, d'ailleurs, c'est aussi parce que beaucoup de jeunes veulent entrer dans la modernité qu'ils s'inscrivent dans la migration. Et elle s'inscrit aussi dans l'interdépendance du monde, comme on le voit, puisque aujourd'hui, on est aussi très dépendant des migrations pour le marché du travail, pour la démographie et pour toute une série de productions culturelles dont les migrants sont souvent particulièrement les acteurs. Donc le rêve de pays homogène, qui est un rêve mythique, si j'ose dire, qui ne s'est jamais produit, est une sorte de fermeture sur très peu de créativité et une fermeture aussi sur des thématiques qui se sont inscrites dans les institutions, mais aussi dans les valeurs aujourd'hui européennes et autres. La diversité, par exemple, la lutte contre les discriminations, se sont imposées à la table des politiques publiques à cause des migrations internationales. Donc je terminerai là-dessus.